Merci beaucoup Marie-Laure. Voilà, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être là, merci beaucoup à Innovo pour l'invitation. Donc moi je suis Christophe Sam, j'ai une formation d'ingénieur en électricité de l'EPFL et puis assez rapidement, en sortant de mes études, je suis tombé dans le côté obscur de la force, c'est-à-dire que j'ai étudié le droit et puis maintenant je travaille chez PTS, on est 35 personnes, des animaux un petit peu comme moi qui faisons du droit et puis de l'ingénierie. On a des ingénieurs en biotech, en électronique, en intelligence artificielle aussi. Et puis qu'est-ce qu'on fait quand on a une équipe de 35 personnes à cheval entre le droit et l'ingénierie? On travaille justement à l'interface entre ces deux domaines. Donc on fait beaucoup de propriété intellectuelle, on s'occupe d'aider des entreprises à déposer des brevets, à déposer des marques, à protéger leurs innovations. Et puis le secteur qui se développe très rapidement aujourd'hui, c'est le secteur du droit du numérique. Donc les sujets dont on parle aussi ce soir, la protection des logiciels, comment est-ce qu'on peut protéger les logiciels que l'on écrit, les conditions générales pour des sociétés, des questions de licence propriétaire, licence open source, et puis évidemment toutes ces questions juridiques très complexes liées à l'intelligence artificielle. C'est un monde extrêmement complexe pour naviguer, avec des règles qui changent tout le temps, comment faire pour être conforme avec les règles de l'Union européenne qui changent quand même très très souvent, mais les entreprises doivent se positionner. On n'a pas toujours la réponse, mais on doit essayer de trouver des solutions qui soient pérennes. Alors pour essayer d'être pas seulement des consultants qui donnent des solutions, on a aussi voulu implémenter l'intelligence artificielle chez nous, et puis on a un projet d'intelligence artificielle, enfin c'est plus qu'un projet, c'est déployé aujourd'hui pour améliorer notre informatique interne. Alors, quelle est notre informatique interne? On a des bases de données dans lesquelles nous stockons toutes nos informations bibliographiques, on a des collections de brevets, on a des informations, on a des CRM, on a beaucoup de données bibliographiques de ce type. On a de la chance parce que PTS existe depuis 1998 et puis depuis le début, on a tout sous forme numérique. On était parti en 1998, je pense qu'on était assez pionniers à ce moment-là, on avait tout numérisé, on scannait tous les documents, on a tous nos mails qui sont disponibles sous une forme assez structurée. Mais l'interface, c'est un ERP que nous avions développé à l'époque, donc il a plus que 25 ans. La qualité des données est excellente, mais l'interface, les utilisateurs la détestent. La plupart des utilisateurs d'ERP détestent leur ERP, c'est aussi le cas chez nous. Et puis, on a un problème de données qui sont réparties dans plusieurs silos. On a beaucoup de choses qui sont dans cet ERP que l'on appelle Caspar. Les gens chez nous, c'est ce qu'ils font. On a beaucoup de paralégaux. Ils arrivent le matin, ils se connectent et puis depuis 30 ans, ils remplissent cette base de données supplémentaires. Donc ça a une grande valeur pour nous. Mais il y a aussi beaucoup d'informations qui sont dans des file share. Et puis on a aussi de l'information dans des emails. Donc l'information, elle est finalement très très répartie. Et si on cherche une information, si on veut savoir quelles sont les instructions d'un client ou comment fonctionnait telle et telle invention, on doit aller chercher un petit peu partout, ou bien au contraire, on se discipline pour mettre l'information à 3 places à la fois, et ce n'est pas optimal non plus. Donc, la situation de départ, on a cette fragmentation en silos de données, mais on a aussi une fragmentation des interfaces. Si on reçoit par exemple un email d'un client qui nous dit nous, on aimerait un résumé de notre situation IP, une liste de brevets. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir cette ERP, on va faire une recherche à l'intérieur, on va trouver l'information, trouver le client. Si on a de la chance, on peut l'exporter directement parce qu'un format a été préparé, puis on peut l'exporter directement, mais très souvent le client il va nous dire moi j'aimerais telle colonne de plus, j'aimerais avoir la localité des inventeurs, j'aimerais savoir ce que ça a coûté l'année passée, j'aimerais telle et telle information. Et on essaye de prévoir un maximum de formats d'exportation différents, mais pour finir, on a une ERP avec des boutons partout, ça devient difficile à utiliser. Donc, parce qu'on a besoin de flexibilité, on va exporter dans Excel, on classe le email qu'on a reçu, on importe ces données dans Excel, là on fait un petit peu de nettoyage, on supprime des colonnes, on supprime des lignes, on fait de la mise en page. Puis après, on aimerait que ce soit quand même joli ce qu'on envoie au client, donc on va l'exporter à nouveau dans Word, on l'envoie par Outlook au client, et puis on va stocker finalement cet email dans notre base de données. Donc on passe pour une tâche très très simple par 4 applications différentes. On perd beaucoup de temps.
Donc la solution vers laquelle on voulait converger, c'est finalement avoir une seule interface pour l'ensemble des données que nous utilisons et une interface basée sur l'intelligence artificielle. Donc un seul moteur qui nous permet d'accéder à la fois à toutes les données dans toutes nos bases de données, notamment dans cette ERP, mais aussi à toutes les données qui sont dans le file share et puis à tous les emails. L'intérêt, c'est que nous conservons toutes nos informations, nous n'avons rien réorganisé. Ce trésor, ces informations très structurées que nous avons accumulées depuis 30 ans, nous l'avons gardé. Et puis le problème, c'est vraiment la question de l'accès, de la recherche à ces informations. Et pour ça, nous avons une interface basée sur l'IA qui permet de se connecter à ces bases de données, de se connecter au file share ou de se connecter aux emails. Et puis, finalement, cette IA elle va générer une page web et sur une seule page web, les utilisateurs peuvent accéder à l'ensemble des données de l'entreprise. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Une des étapes, quand on a démarré le projet au début de cette année, c'était tout d'abord de remplacer l'interrogation des bases de données. Pour ceux qui ont fait un peu des bases de données, pour interroger une base de données, il faut écrire du code SQL. Ce n'est pas très, très compliqué, mais ce n'est pas non plus quelque chose que tous les utilisateurs savent faire. Donc aujourd'hui, c'est un goulet d'étranglement dans notre société. Si on veut un formulaire différent, un rapport différent, il faut aller demander à l'IT. Et puis voilà, il me manque tel et tel rapport, j'aimerais faire une exportation, ce n'est pas très pratique. Soit je copie toute la base dans Excel et puis je passe 1 heure à la nettoyer, ou bien est-ce qu'on pourrait me générer une nouvelle requête SQL et puis on en génère des centaines et puis on ne retrouve jamais celle que l'on voudrait. Donc là, finalement, on a créé un petit outil basé sur l'intelligence artificielle qui génère automatiquement ces requêtes SQL et puis qui permet de dialoguer avec ces données en langage naturel. Donc on va dire tout simplement, donne-moi la liste des brevets de la société XY et leur statut. Et puis l'IA va nous générer une requête et interroger directement la source des données et puis éventuellement l'envoyer sous forme de mail ou de document Word ou tout ce que l'on veut générer. Et puis voilà, donc l'accès se fait directement sur les données. Alors comment ça se présente concrètement? Ici, c'est le modèle de la page web que les utilisateurs voient. C'est vraiment l'interface utilisateur qui se résume à une seule page avec 4 zones. On a tout à gauche une liste de clients ou de dossiers, puis des emails qui arrivent directement sur cette page web, donc vraiment son inbox ou bien les emails classés. On peut naviguer dans ces emails. La troisième colonne, ce sont des fichiers que l'on peut choisir, par exemple le file share, ou bien on peut la définir comme on veut. Et puis finalement, une zone de chat tout à droite. Alors voilà, avec des données fictives. Donc on voit ici une liste de clients que l'on peut afficher. On peut aussi choisir d'afficher des dossiers, les emails dans mon inbox. Ici, j'ai choisi d'afficher une to-do list. Et puis tout à droite, j'ai un chatbot qui me permet de dialoguer directement avec ces données. Et avec ces 3 colonnes 1, 2, 3 ici, je peux vraiment choisir un contexte. Je peux décider, je me mets... tiens, je veux répondre à tel email ici, et puis le chatbot, il reçoit automatiquement le contexte de cet email, et l'intelligence artificielle va essayer d'interpréter, de comprendre, tiens, cet email, il est lié à tel et tel client, et puis il va se reprendre des informations tirées de la base de données de tel et tel client, et puis je vais pouvoir interroger mon chatbot et puis lui demander directement qu'est-ce qu'il en est de ce client, qu'est-ce qu'il en est du brevet de ce client, comment répondre à tel et tel email. Et on accède maintenant uniquement via cette interface en langage naturel. Toutes les tâches se font de cette manière-là depuis une seule page. Donc ça facilite aussi grandement évidemment le boarding des nouveaux collaborateurs au lieu de devoir leur apprendre pendant plusieurs semaines à utiliser une interface pas très convivial. C'est beaucoup plus facile, évidemment, de le faire lorsqu'on peut directement poser les questions. Alors, la gestion du projet, initialement, quand on a commencé ce projet en janvier, on a fait d'autres projets informatiques dans la société, et puis on s'est dit, on va faire comme les autres projets. On commence par écrire un cahier des charges, il nous faut 2 mois pour écrire un cahier des charges, et puis ça, c'est l'étape qui est vraiment très très importante. Il faut tout prévoir dans le cahier des charges, parce qu'on sait que si on oublie quoi que ce soit
dans le cahier des charges, eh ben, finalement, on aura un produit qui ne correspond pas à ce qu'on veut faire avec. Ça va être la catastrophe. On aura des dépassements de délai, on aura des dépassements de coûts. Donc, on passe beaucoup de temps, l'équipe IT, la direction, à écrire un cahier des charges très, très précis. Puis après, on fait un test de faisabilité, un produit interne. Puis une fois qu'on est à peu près convaincu que c'est faisable, notamment cette étape, on ne savait pas si c'était réaliste de générer du SQL directement, ben on va passer le projet à des consultants externes et puis qui vont faire le vrai produit. Ça va prendre encore 4 à 8 mois. Puis après seulement, on va le déployer ce produit auprès des utilisateurs dans une étape de bêta-test. C'est encore probablement autant de temps pour faire le bêta-testing. Et puis finalement, on se rend compte que le cahier des charges, il n'était pas parfait. Et puis on passe directement à la version V2. C'est un petit peu la façon dont beaucoup de projets se passaient auparavant, avec une approche qui est très top-down. Ce sont la direction, ce sont les chefs de projet, l'IT qui essaye de comprendre tout au début les besoins des utilisateurs pour définir ce cahier des charges et puis essayer de lancer la fusée dans la bonne direction. Ce qu'on a fait, c'était finalement complètement différent. Donc le cahier des charges, au lieu de faire un cahier des charges très précis, d'essayer de comprendre tous les besoins, tous les processus de l'entreprise, qui est une tâche très complexe, on a fait un cahier des charges très très simple, très basique. En 2-3 jours, on a essayé de comprendre les besoins fondamentaux. Et puis, on s'est immédiatement mis à programmer avec un jeune programmeur, une personne qui sortait directement d'université, pas d'expérience encore industrielle. Et puis, après une semaine, on avait déjà notre MVP. Alors, ce n'était pas parfait, mais après une semaine, on savait déjà qu'on pouvait interroger toutes ces sources de bases de données, la base de données. On savait qu'on arrivait à répondre à des emails. On n'avait pas encore une interface complètement fonctionnelle, mais on savait que c'était possible. Et puis, immédiatement, donc, on a développé, on a testé, et puis on a eu des nouvelles idées, puis on est passé à l'itération suivante du cahier des charges. Donc concrètement, on se voit toutes les semaines, il y a une équipe de suivi du projet qui se voit toutes les semaines, et puis toutes les semaines le cahier des charges évolue, on teste. L'avantage de l'intelligence artificielle, c'est que le coût du développement, le coût des erreurs devient très très bas. Donc c'est pas grave si on part dans la mauvaise direction. Si un lundi on décide d'une idée, puis que le lundi d'après on trouvait que c'était la pire idée de l'année, c'est pas grave, on n'a pas perdu trop de temps, on recommence et on avance de façon extrêmement itérative avec une implication des utilisateurs à chaque étape, tout au long du processus. Donc au lieu d'avoir cette approche top-down, la direction décide, vous allez faire ceci, vous allez faire cela, vous allez voir, dans 12 mois, on sera dans un monde merveilleux. On est dans un monde dans lequel les utilisateurs sont impliqués tout au long du processus et les gens viennent avec des idées, mais est-ce que ça sera possible? Est-ce que ça sera pas possible? Et on a un produit qui a une acceptabilité aussi qui est beaucoup plus grande que si on avait essayé de comprendre ce que chacun veut faire avec. Il y a quand même besoin d'un pilotage, parce qu'autrement ça peut partir dans toutes les directions, et puis les besoins des utilisateurs peuvent aller très très vite dans beaucoup de directions. Donc pour que ça fonctionne, et puis qu'on garde quand même le cap, et puis que la fusée elle atteigne finalement la cible que l'on ne connaît pas complètement au départ, mais que l'on entrevoit, on a un comité de pilotage avec notamment Charles-Édouard Bardine, mais aussi des personnes qui s'occupent des utilisateurs, d'améliorer les processus. Le but, ce n'est pas de continuer de fonctionner comme auparavant avec cette IA. Le but, c'est aussi que cette IA nous transforme. Donc on a aussi besoin des administrateurs de la société qui nous aident aussi à dire, ben tiens, maintenant que l'on peut avoir un gain d'efficacité ici, maintenant que grâce à l'IA, on peut faire telle et telle chose qu'on ne pouvait pas faire auparavant, comment est-ce qu'on va transformer notre façon de travailler? Et puis, du coup, on garde la ligne tous les mois. On a une réunion du steering committee qui s'assure qu'effectivement le projet il va vers des gains de productivité et puis vers des services qui sont réellement utiles et pas vers des gadgets. Alors. J'ai une mise à jour qui veut se faire maintenant par Infomaniac. Classique. Voilà. Voilà. Alors, une des grosses difficultés du projet, c'était évidemment la question de la confidentialité des données. Nous sommes dans un domaine très sensible. Nous avons des données qui sont très confidentielles. On est soumis au secret professionnel strict au même titre que des médecins
ou des avocats. Et puis on donne des conseils dans ce domaine-là, donc on ne veut pas faire trop d'erreurs non plus. Donc quand on parle de sécurité des données, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des questions de confidentialité, de souveraineté et puis d'indépendance, comme ça a été évoqué. Confidentialité, c'est important, c'est essentiel pour nous que les modèles avec lesquels on travaille ne puissent pas être entraînés avec nos données, que si nous donnons par exemple une invention à un modèle, que cette invention ne se retrouve pas dans un brevet écrit pour une autre société, par nous ou par un concurrent. On ne voulait pas non plus de stockage permanent à l'extérieur de la société, ni de nos prompts, ni des réponses. Idéalement, avoir toutes les données en interne, mais on s'est rendu compte que c'est assez compliqué à faire. Donc on n'a pas choisi un stockage totalement interne. Mais on voulait limiter autant que possible l'information qui est envoyée, et puis avec évidemment un chiffrement des accès. Pour ce qui est de la souveraineté, on avait besoin que les données, le peu de données qui vont sortir de notre réseau restent dans Suisse ou dans l'Union européenne, puisqu'on a des accords entre la Suisse et l'Union européenne qui garantissent cette fameuse souveraineté. On ne voulait pas que des données puissent aller aux États-Unis, par exemple, ni que des données puissent être stockées par des sociétés américaines, puisqu'aux États-Unis, on a le Cloud Act qui donne la possibilité au gouvernement américain d'obtenir vos données sans même vous informer à n'importe quel moment. On en parle beaucoup dans la presse, c'est très rarement utilisé, le Cloud Act. Je crois qu'il y a eu seulement 3 cas de sociétés européennes qui ont été victimes du Cloud Act. Mais enfin, c'est un risque qu'on ne peut pas prendre et puis que légalement, on ne veut pas prendre. Et puis on ne sait pas non plus comment la situation va évoluer. Donc une des difficultés, c'était d'être sûr que nos données restent entièrement en Suisse ou dans l'Union européenne, et pas seulement les données, pas seulement les LLM, mais aussi les backups. Et ça, c'est très difficile de s'assurer que les providers, ils vous disent oui, mon LLM, mon serveur, il est dans l'Union européenne, oui, mais vos backups, ça, on ne peut pas vous dire. Bon, vous m'avez répondu, si vous ne pouvez pas nous dire, nous, on a besoin de le savoir. Et puis, comme ça a été évoqué aussi, ce besoin d'indépendance dans LLM, on veut travailler peut-être aujourd'hui avec Anthropic, peut-être demain avec OpenAI, peut-être après-demain avec des Chinois ou avec notre propre LLM. On ne veut pas être dépendant d'un prestataire spécifique. Donc comment est-ce qu'on a pu obtenir la sécurité dont nous avions besoin? Il y a 2 aspects. Il y a une sécurité par design. Donc nos données sont stockées toujours en interne, elles n'ont pas changé, c'est toujours la même base de données, c'est l'interface qui a changé. On a nos données en interne dans des bases de données, dans des file shares, dans des serveurs mail qui sont chez nous en interne. Toutes les conversations, tout l'historique des conversations, ce fameux contexte dont on parlait, est aussi stocké chez nous en interne, dans un serveur de chat qui stocke tout cet historique, qui le garde chez nous à chaque interaction. Donc tout ça, c'est un savoir-faire qui est en interne. Ce qui est intéressant de l'avoir en interne, c'est que ça permet aussi de le partager. Donc les interactions que j'ai avec tel et tel LLM vont pouvoir aussi être utilisées par un collègue s'il travaille sur le même sujet. Et puis, l'interface avec l'extérieur se fait avec un serveur, ce qu'on appelle un serveur MCP, qui nous permet effectivement de choisir pratiquement à chaque prompt, à chaque interaction, pour pouvoir dire celui-ci de prompt, j'aimerais l'envoyer à tel serveur, celui-ci je vais l'envoyer à tel serveur on ne veut jamais travailler avec parce qu'on n'a pas confiance avec lui. Et puis, comme ça, on est complètement libre de changer notre infrastructure. Et si un jour, on a la capacité d'avoir un serveur de LLM suffisamment puissant en interne, on peut le faire. On peut l'installer très facilement. C'est vraiment pratiquement du plug and play. Puis le deuxième aspect de sécurité, c'est un aspect contractuel. Donc une option, ça aurait été effectivement d'avoir les serveurs de LLM en interne. Il y a des sociétés qui font ça, mais c'est quand même assez compliqué à gérer. C'est quand même assez compliqué d'avoir la même puissance de calcul chez soi dans une PME que ce que peuvent offrir des géants de l'informatique, évidemment. Donc ça aurait impliqué beaucoup de compromis en termes de puissance de calcul, en termes de capacité. Et puis c'est aussi quand même assez compliqué à maintenir, c'est extrêmement compliqué à mettre à jour. Donc on a dit non, on va envoyer un certain nombre de données en interne, mais ce qu'on envoie en interne, finalement, ce sont des requêtes extrêmement simples. On va envoyer au LLM des prompts non sensibles du type « Génère-moi une requête SQL pour interroger ma base de données pour avoir la liste de mes clients ».
Et puis le LLM, il va générer une requête SQL, mais lui ne voit pas les données, il génère uniquement une interrogation et les données restent chez nous. L'exécution de la requête SQL se fait dans le LAN, elle ne va pas se faire à l'extérieur. Donc aucune donnée sensible qui sort lors de cette interrogation de la base de données. Le serveur LLM génère des requêtes, mais il n'accède pas lui-même directement à nos informations. Pour assurer cette sécurité, une chose qui est essentielle, c'est d'avoir un accord avec le fournisseur de base de données externe. On a des conditions générales, mais ces conditions générales peuvent changer à n'importe quel moment. C'est très difficile d'être certain que OpenAI ou Anthropic ou un autre fournisseur ne vont pas changer leurs conditions générales du jour au lendemain sans même nécessairement vous informer, ou vous risquez de passer à côté parce qu'elles changent quand même assez souvent et c'est des documents. Même pour des gens qui faisons ça tous les jours comme nous, ce n'est pas des documents très digestes pour comprendre ce qui a vraiment changé dans la 13e version des conditions générales de la semaine. Donc on voulait des conditions signées avec un accord écrit, quelque chose de stable. Ça a été assez difficile à trouver, mais un certain nombre de prestataires, même des très grands prestataires, acceptent finalement d'entrer en matière. Pas très volontiers, mais beaucoup de sociétés ont compris que c'était un véritable intérêt pour elles et que cette question de souveraineté en Europe, c'est un vrai thème, et puis que si elles n'offrent pas de solution pérenne pour des professions sensibles dans le domaine médical ou juridique, par exemple, elles allaient perdre beaucoup de clients. Donc c'est des choses qu'on peut exiger et puis qu'on a pu obtenir après un certain temps de négociation. Et puis qu'est-ce qu'elles nous assurent, ces conditions? Elles nous assurent tout d'abord que le traitement des données va être confiné à la Suisse et à l'Union européenne avec un respect de la loi sur la protection des données suisses. Et non seulement le respect est garanti, mais en plus, on nous assure que la personne compétente en cas de litige, ça va être le préposé suisse à la loi sur la protection des données. D'autres sociétés nous disaient oui, on va respecter la LPD, mais au final, ça va être un juge américain qui va décider. Donc non, on n'est pas certain que les juges américains comprennent très bien la loi suisse. On voulait qu'on ait un fort juridique en Suisse et une compétence du préposé fédéral à la loi sur la protection des données. Zéro entraînement, zéro mémorisation, ça c'est un petit peu la base. C'est ce que beaucoup de LLM vous offrent de toute façon quand vous passez à la version payante. Mais là, on a véritablement un prompt qui va être envoyé, génère-moi une requête SQL, une réponse avec une requête SQL, et l'information va être immédiatement effacée, et de façon contrôlable, parce qu'on a un accès mémoire, une zone de mémoire que l'on peut véritablement vérifier depuis notre interface, et puis on peut s'assurer qu'à tout moment, il y a 0 byte de données personnelles qui sont stockées. Si néanmoins, pour une raison ou pour une autre, le fournisseur était menacé par le gouvernement américain, par exemple, ou par un autre gouvernement, d'accéder à nos données, il s'engage en tout cas à refuser dans un premier lieu, et puis à nous en informer. Et puis finalement, toutes les données sont chiffrées, toutes les transmissions vont être chiffrées entre notre LAN et puis ces serveurs externes, et puis chiffrés avec des clés qui nous appartiennent, ce qui veut dire que même le fournisseur de LLM peut y accéder uniquement si on l'autorise, c'est-à-dire uniquement pendant la durée, pendant les quelques millisecondes ou secondes de la transaction elle-même. Donc tout ce mécanisme, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué à mettre en place, mais ça nécessite quand même de faire le tour des différents prestataires pour comprendre ce qui est possible. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est que ce sont des choses qui sont possibles. Aujourd'hui, même avec des IA externes, on peut, en négociant et puis en ayant un système configuré dès le départ pour assurer la sécurité, on peut travailler avec les meilleurs outils du monde, les outils les plus performants, et puis leur confier des données extrêmement sensibles comme les nôtres. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute.